Bonjour, chers élèves. On continue notre préparation aux examens du baccalauréat par la correction des examens proposés pour la deuxième unité, c'est-à-dire l'information génétique, proposée lors des examens des sessions normales et rattrapage 2022. Et on commence par la session normale 2022. Donc voilà le sujet. Vous pouvez arrêter la vidéo pour le faire, sinon on va entamer la correction. Dans le cadre de l'étude de l'expression et de la transmission de l'information génétique, on présente les données suivantes. L'anémie de Blackfan-Diamond est une maladie héréditaire rare, caractérisée particulièrement par un manque important en globules rouges et en hémoglobine, contenue dans les cellules sanguines bien sûr. Elle est caractérisée aussi par une faiblesse musculaire et des problèmes cardiaques et respiratoires. Afin de déterminer l'origine génétique de cette maladie, on propose les données suivantes. Donnée 1. On mesure la quantité des grandes sous-unités et celle des petites sous-unités des ribosomes chez un individu sain, chez un individu malade. La figure A du document 1 donne les résultats obtenus. La figure B montre l'intervention des ribosomes au cours de la synthèse de l'hémoglobine au niveau des cellules précurseurs des globules rouges, chez un individu sain et chez un individu malade. Bien sûr, tout le monde sait le rôle que jouent les ribosomes dans la synthèse des protéines, c'est-à-dire la traduction des ARN messagers pour donner une protéine. Et on sait que l'hémoglobine est une protéine qui se trouve bien sûr dans les cellules sanguines. C'est elle qui donne bien sûr la couleur rouge au sang et bien sûr c'est elle qui est responsable du transport des gaz respiratoires. C'est pourquoi on constate ici une faiblesse musculaire parce qu'il y a un faible transport de l'oxygène vers les muscles, ce qui entraîne bien sûr cette faiblesse musculaire. On vous donne ici le document 1, figure A et figure B, et on vous demande, en vous basant sur la figure A du document 1, comparer la quantité des petites sous-unités et celle des grandes sous-unités des ribosomes chez l'individu sain puis chez l'individu malade, et expliquer à partir de la figure B le manque en hémoglobine observé chez l'individu malade. Si on compare les données de cette figure-là, qu'est-ce qu'on peut constater? Que le nombre des sous-unités, soit grandes ou petites, est égal chez un individu sain. On peut le comparer à 45 unités arbitraires. Par contre, chez un individu malade, on constate que le nombre des grandes sous-unités est plus grand que celui des petites sous-unités. C'est presque le double. Alors que d'après la figure numéro 2, on constate que chez l'individu sain, il y a bien sûr fixation des ribosomes des petites sous-unités et grandes sous-unités au niveau de l'ARN pour permettre la traduction de cet ARN messager et donner bien sûr les protéines, c'est-à-dire l'hémoglobine. Et on a une quantité normale d'hémoglobine. Par contre, chez l'individu malade, il n'y a pas fixation des petites sous-unités avec les grandes sous-unités parce qu'il y a moins de sous-unités. C'est pourquoi on va avoir peu de ribosomes fonctionnels qui vont bien sûr lire ou traduire cet ARN messager et donner peu d'hémoglobine. C'est la raison de cette anémie. Par comparaison, on constate que chez l'individu sain, la quantité des grandes sous-unités est égale à celle des petites sous-unités, à peu près 46 unités arbitraires. Chez l'individu malade, la quantité des petites sous-unités est égale à 23 UA, ne représente que la moitié de la quantité des grandes sous-unités, qui est égale à 46. Donc c'est le double. Pour expliquer le manque de l'hémoglobine observé chez l'individu malade, on peut dire que, sachant que les ribosomes ont un rôle important dans la synthèse des protéines, on a ici l'hémoglobine, le manque des petites sous-unités ribosomiques par rapport aux grandes sous-unités permet la formation d'un nombre faible de ribosomes fonctionnels, donc une faible traduction d'ARN messager des hémoglobines et formation d'une quantité qui est très faible d'hémoglobine. Donnée numéro 2.
Les analyses ont montré que les cellules précurseurs des globules rouges chez les personnes malades présentent un déficit dans la production de la protéine nommée RSP19, nécessaire à la formation des petites sous-unités ribosomiques. Les chercheurs ont identifié le gène codant pour cette protéine et le document 2 présente un fragment du brin non transcrit de l'allèle normal et un autre de l'allèle anormal responsable de la maladie, alors que le document 3 présente un extrait du code génétique. Donc vous avez ici le document 2 qui présente les allèles normales et anormales, et là on vous donne un extrait du code génétique et on vous demande, en vous basant sur les documents 2 et 3, donnez les séquences d'ARN M et des acides aminés correspondant aux fragments de l'allèle normal et l'allèle anormal, puis montrez la relation gène, protéine, caractère. Donc comme toujours, vous n'avez qu'à copier ce brin d'ADN non transcrit et chercher le brin transcrit, puis déterminer l'ARN messager, et de là bien sûr, à partir des codons obtenus, on peut bien sûr chercher l'acide aminé correspondant. Donc voilà pour l'individu sain et voilà pour l'individu malade. Donc vous avez ici le brin d'ADN non transcrit, le brin d'ADN transcrit, l'ARN messager et bien sûr la succession des acides aminés, c'est-à-dire la protéine demandée. Là vous avez pour le cas normal l'individu sain et là le cas anormal l'individu malade. Et on vous demande de montrer la relation entre le gène, protéine, caractère. Pour cela, on n'a qu'à comparer et chercher quelle est la cause ou l'origine génétique de cette maladie. Pour cela, on compare les brins d'ADN transcrits ou les brins d'ADN non transcrits. Donc, pour montrer la relation gène, protéine, caractère, bien sûr, on doit comparer les données qu'on a ici entre le brin d'ADN transcrit chez l'individu sain et chez l'individu malade, ou le brin non transcrit, bien sûr, entre les deux individus sains et malades. Si on commence la comparaison entre ces deux brins transcrits entre l'individu sain et l'individu malade, on constate qu'on a ici GTC, 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 CTC, AAG, CAG. Voilà ici une modification. Donc on a C remplace A et remplacé par A. Si on continue, on a ici TCT, TCT, CGG, CGG, GAT, GCTA. Voilà une autre modification. Donc au niveau de A du triplet 18. Donc on a un A qui a été modifié par un C. Donc ici on a deux mutations. Ça veut dire qu'il y a deux substitutions. La première C par A et la deuxième A par C. Donc la première au niveau de la position 15, la deuxième au niveau de la position 18. Donc, ces deux substitutions vont donner bien sûr une protéine qui est totalement modifiée par rapport à la normale. On va avoir ici, au niveau de 15, c'est-à-dire la valine va être remplacée par une phénylalanine, et au niveau de 18, la leucine va être remplacée par une arginine. Donc cela va entraîner une protéine qui est anormale, ce qui va causer bien sûr cette maladie, qui est le caractère. Donc le gène, c'est l'allèle, la protéine, c'est bien sûr l'hémoglobine, et la maladie, c'est le caractère. Donc il y a une relation gène, protéine, caractère. En comparant les résultats obtenus, on constate la présence de deux mutations par substitution. Au niveau du triplet 15, substitution de C par A, et du triplet 18, substitution de A par C, dans le brin transcrit, ce qui a entraîné la substitution de certains acides aminés, phénylalanine au lieu de valine, à la position 15, et arginine au lieu de la leucine à la position 18. Donc, synthèse de la protéine RSP19 anormale, qui est non fonctionnelle, ce qui diminue la quantité des petites sous-unités ribosomiques. Donc, diminution de la formation de nombre de ribosomes fonctionnels, ainsi diminution de la production de l'hémoglobine dans les globules rouges, conduisant à l'apparition de la maladie, l'anémie Blackfan diamant, qui est le caractère. Donc, on peut dire qu'il y a une relation gène, protéine,
caractères. Le gène, c'est l'allèle, la protéine, c'est l'hémoglobine, et le caractère, c'est la maladie dont on parle. Donnée 3. Le document 4 présente l'arbre généalogique d'une famille dont certains membres sont atteints de la maladie de Blackburn-Diamond. Sachant que les individus 1, 2, 2, 2 et 2, 6 sont homozygotes. Montrez le mode de transmission de cette maladie. Le mode de transmission de cette maladie, c'est-à-dire montrer que la maladie est dominante ou récessive et elle est transportée par un autosome ou un chromosome sexuel. Donc, lorsqu'on constate ce document, qu'est-ce qu'on peut observer? Que la maladie apparaît à chaque génération, que chaque individu malade descend d'un individu ou d'un des parents malades. Donc la maladie, elle est dominante. En plus, puisque la maladie apparaît chez les deux sexes, mâle et femelle, donc on peut dire qu'il n'est pas lié au sexe, c'est-à-dire par le chromosome, il n'est pas lié au sexe. Et puisque les filles sont malades, donc elle n'est pas liée au chromosome Y. Donc cette maladie, elle est transmissible par un chromosome autosomal et elle est dominante. Donc le mode de transmission de la maladie, Blackburn-Diamond, chaque individu malade est issu d'un parent malade, où la maladie se manifeste dans toutes les générations. Et puisque les individus 1, 2, 2, 2 et 2, 6 sont homozygotes, 1, 2, 2, 2 et 2, 6 sont homozygotes. Et donc bien sûr les individus qui sont malades, donc l'allèle responsable de la maladie est dominant et l'allèle normal est récessif. La maladie touche les mâles et femelles. Donc l'allèle responsable de la maladie n'est pas porté par le chromosome Y. Les mâles malades sont issus de mères saines, donc l'allèle responsable de la maladie n'est pas porté par le chromosome X. Donc la maladie étudiée est portée par un autosome, c'est-à-dire un chromosome non sexuel, et elle est dominante. En vous aidant d'un échiquier de croisement, calculez la probabilité pour que le couple 2,5,2,6 donne naissance à un enfant sain. 2,4, 2,4, 2,6. En vous aidant d'un échiquier de croisement, calculez la probabilité pour que le couple 2,5,2,6 donne naissance à un enfant sain. 2,5, 2,6. Ils ont déjà des enfants qui sont atteints. Mais puisque la mère elle est saine, et le père elle est malade, pour avoir un enfant sain, il faut que le père soit hétérozygote. Il le peut parce que sa mère, elle est saine. Donc, en faisant l'échiquier, on peut bien sûr calculer la probabilité. Pour calculer la probabilité pour que le couple de 5 et de 6 donne naissance à un enfant sain, réalisons l'interprétation chromosomique. Donc, parents, phénotype, génotype et gamètes, et bien sûr l'échiquier. Donc, pour les parents 2, 5, 2, 6, le parent 2, 5, il est malade, et puisque la maladie est dominante, donc il y a grand B. 2, 6, et la femme, elle est saine, donc elle est petit b, elle a comme phénotype. Donc, comme génotype, puisque B est récessif, il sera pur, donc BB, homozygote, alors que B, c'est donné ici que 2, 6 est homozygote, alors que B, il doit être bien sûr hétérozygote, donc grand B, petit b. Et il donnera bien sûr deux types de gamètes de même proportion, alors que la femme va donner un seul type de gamètes. Et lorsqu'on fait l'échiquier de croisement, on constate que bien sûr on va avoir une proportion d'enfants qui sont sains, dont la probabilité est 1,5. Donc la probabilité d'avoir un enfant sain est de 1,5, c'est-à-dire 50%. Passons maintenant à la correction de la session de rattrapage 2022. Vous avez ici le texte. Dans le cadre de l'étude de l'expression et de la transmission de l'information génétique chez l'homme, on présente les données suivantes. La mélanine est le pigment responsable de la couleur du cheveu. Elle est produite par les mélanocytes. Donc mélanocyte, cyte ça veut dire cellule, et mélano ça veut dire mélanine. Donc les cellules qui produisent la mélanine, qui sont situées à la base des cheveux à partir de l'acide aminé tyrosine. Il existe deux types de mélanine, le mélanine brun noirâtre et la phéomélanine jaune orangé.
Les chercheurs ont établi la relation entre la coloration des cheveux et une protéine membranaire MCR1 qui joue un rôle de récepteur des mélanocytes. Ce récepteur est activé par une hormone appelée MSH. Le document 1 présente la relation entre l'état de cette protéine MCR1 et la coloration des cheveux. Vous avez ici les deux cas pour les deux types de cheveux, c'est-à-dire les individus à cheveux brun noirâtres et les individus à cheveux jaunes orangés. En exploitant les données du document 1, montrer la relation caractère-couleur rousse des cheveux protéines. La coloration rousse, ça veut dire jaune orangé. Donc, en comparant les deux figures qu'on a ici, là, ce sont les cellules qui produisent la mélanine, c'est-à-dire les mélanocytes. Là, pour l'individu qui a des cheveux bruns, et là, pour l'individu qui a des cheveux roux. Là, ici, la protéine dont on parle, la protéine MCR1, qui est un récepteur de l'hormone MSH. Donc, une protéine MCR1 normale peut fixer le MSH, qui va bien sûr activer la transformation de la tyrosine en dopaquinone, puis E-mélanine. Et la E-mélanine est responsable, comme vous le voyez ici, de la coloration brun noirâtre. Par contre, pour le cas de la protéine MCR1 anormale, il n'y a pas fixation. Il n'y a pas fixation de l'hormone MSH. Donc, il n'y a pas d'activation de la dopaquinone en E-mélanine. Mais, bien sûr, elle va se transformer en phéomélanine pour donner, bien sûr, la coloration jaune-orangé, c'est-à-dire cheveux roux. Donc, toute modification au niveau de la protéine MCR1, protéine membranaire, c'est-à-dire qui joue le rôle de récepteur. Il y a bien sûr modification du caractère. Donc, il y a une relation entre la protéine et le caractère. Le caractère couleur rousse est dû au récepteur MCR1 anormal, ne permettant pas la fixation de l'hormone MSH, ce qui inhibe la formation de l'eumélanine et active la formation de la phéomélanine, responsable de la coloration rousse des cheveux. Ceci induit qu'il y a une relation protéine-caractère. Donc vous pouvez bien sûr donner des phrases logiques comme explication à votre document 1. Vous n'êtes pas censé de donner telle phrase que celle-ci. Mais vous êtes bien sûr libre à donner votre phrase, votre explication de ce document, pour aboutir bien sûr à la même conclusion qui est la relation protéine-caractère. La synthèse de la protéine MCR1 est contrôlée par un gène qui porte le même nom, MCR1. Le document 1 présente deux fragments des brins transcrits, là on donne les brins transcrits directement, de deux allèles MCR1, l'un sauvage, responsable de la couleur brune des cheveux, et l'autre muté, responsable de la couleur rousse, bien sûr, des cheveux. Et le document 3 présente bien sûr un extrait du code génétique. En vous basant sur les documents 2 et 3, donnez les séquences d'ARN M et des acides aminés correspondant à chacun des fragments de l'allèle MCR1, sauvage et muté, puis expliquez l'origine génétique de la différence de la coloration des cheveux. Donc, comme d'habitude, vous n'avez qu'à copier le brin d'ADN transcrit, cherchez bien sûr par complémentarité l'ARN M, et d'après les codons obtenus, bien sûr, on va chercher les acides aminés correspondants. Donc voilà ce que vous devez avoir. Donc chez le sujet à cheveux bruns, on a cette série d'acides aminés. Et pour celui à cheveux roux, on a cette série d'acides aminés. Pour répondre à la question expliquer l'origine génétique, bien sûr, on doit comparer les deux résultats entre l'individu à cheveux bruns et l'individu à cheveux roux. Alors, si on compare AGC, AGC, ATA, ATA, GCT, GCT, TAA, TGA, GGT, ACA, TCG. Donc, il y a une seule modification
au niveau de la position 4, TAA, on a ici TGA. Donc il y a substitution du nucléotide A par le nucléotide C. Et au lieu de donner AUU, c'est-à-dire l'isoleucine, elle donne ACU, qui est la thréonine. Donc la substitution d'un simple acide aminé isoleucine par la thréonine à la position 4 a donné bien sûr cette modification du caractère, c'est-à-dire cheveux roux au lieu de cheveux bruns. Donc il y a une relation entre le gène et le caractère. Donc l'origine génétique de la différence de la coloration est due bien sûr à une mutation par substitution d'un seul nucléotide à la position 4. Donc la coloration rousse des cheveux est due à une mutation au niveau du quatrième triplet par substitution de A par G au niveau du brun transcrit et apparition du codon ACU au lieu du codon AUU. Donc remplacement de l'acide aminé isoleucine par la thréonine, conduisant ainsi à la synthèse de la protéine MCR1 anormale. Et cette est bien sûr la synthèse de la phéomélanine responsable de la coloration rousse des cheveux. Donc la coloration rousse, qui est le caractère, a une origine génétique, qui est bien sûr la substitution d'un acide aminé par un autre. L'albinisme est une maladie héréditaire qui se caractérise par une absence de pigmentation de la peau, des yeux, des poils et des cheveux en raison de l'absence du pigment de la mélanine. Le document 1 présente l'arbre généalogique d'une famille dont certains membres sont atteints d'albinisme. En vous basant sur les données du document 4, déterminez le mode de transmission de l'albinisme, justifiez votre réponse. Alors, le mode de transmission, on cherche bien sûr, c'est les dominants ou pas. Remarquez ici, un individu qui est malade donne des individus qui sont sains. Et les individus qui sont sains donnent un individu qui est malade. Donc, puisqu'il est malade, donc l'un des parents doit porter cette maladie. Mais elle est saine. Donc la maladie, elle est récessive. En plus de ça, puisque ce garçon, il est atteint, et sa mère, elle est saine, donc la maladie n'est pas liée à X. Et puisque la maladie atteint les deux sexes, donc elle n'est pas liée à Y. Donc on peut dire que cette maladie, elle est récessive et portée par un autosome. Donc d'après le pédigré, on constate que des parents sains donnent naissance à des enfants malades. La fille 3-6, la fille 3-6. Et albinos et ses parents 2-5-2-6 sont sains. Donc l'allèle responsable de l'albinisme est récessif. Le gène étudié est non lié au sexe, puisque ce gène n'est pas porté par le chromosome sexuel Y, car les deux sexes sont atteints. Et ce gène n'est pas porté par le chromosome sexuel X parce que la maladie est récessive et le père de 6, que voilà, est sain et bien sûr donne une fille qui est albinos. Bien sûr, on peut accepter toute réponse correcte. Vous n'êtes pas censé de donner de telles phrases comme celle-ci. Donc, ces réponses-là nous indiquent que l'allèle responsable de l'albinisme est récessif et porté par un autosome. Et à la fin, on vous demande, petit b, déterminer la probabilité pour que le couple 2-5-2-6 donne naissance à un autre enfant albinos. Vous voyez, ces 2-5-2-6, ils sont sains, mais ils ont une fille qui est albinos. Et on vous demande de donner quelle est la probabilité pour avoir un autre enfant albinos. Donc on a caractérisé l'interprétation chromosomique, sachant que le père ici, il est sain, mais il peut être hétérozygote pour donner bien sûr une fille malade, de même que la mère. Donc les parents 2-5-2-6 sont bien sûr hétérozygotes. Voilà 2-5-2-6, d'apparence grand A, c'est-à-dire ils sont normaux. Génotype grand A, petit a, donc ils sont hétérozygotes pour donner deux types de gamètes différents mais de même proportion 1,5. Et l'échiquier de croisement, bien sûr, nous rappelle que pour avoir un enfant malade petit a,
il y a une probabilité de 25%, c'est-à-dire un quart. Voilà, donc je vous laisse ici quelques exercices à réaliser chez vous de la session normale 2020 pour les SVT et bien sûr la session normale aussi 2021. Donc j'espère que vous allez résoudre ces examens pour vous tester et on se voit à la prochaine vidéo. Je vous souhaite bon courage